Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, j'ai vraiment pas eu le temps, ou pas très peu de temps, pour suivre les marchés la semaine dernière. Alors, je l'ai fait quand même, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas pu vous envoyer autant de notifs que j'aurais aimé le faire, mais je l'ai quand même fait, du moins dans la mesure de ce qui était possible. On va parler des cryptocurrencies aussi, qui sortent du scénario précédent. Je vous expliquerai un peu tout ça et comment je réajuste. Beaucoup de choses se sont passées évidemment, mais bon, Wall Street tient les clôtures. On va voir un peu tout ça. Bien entendu. Jette un petit coup d'œil au calendrier économique de la semaine, voir un peu ce qui pourrait nous intéresser. Alors je regarde que les gros catalyseurs pour le swing. C'est une semaine plutôt morte, mais bon voilà. Donc on va regarder le GDP allemand. C'est surtout parce que bon, si jamais il y a une bonne surprise, ça peut aider à se maintenir dans la zone. Si c'est encore pire que prévu, alors là pour le coup, ça risque de saigner sévère en Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Voilà, des stats de consommation toute la semaine. Voilà, donc c'est CPI, retail sales, il n'y a que ça. Donc des dérivés de consommation sur les États-Unis. Je vous rappelle encore une fois que je pense que pour moi, ça se situe plutôt au niveau de l'emploi, le prochain gros risque à Wall Street, c'est-à-dire qu'on marque bien clairement le bottom. Côté NFP ou trucs comme ça, donc je m'attendrai plutôt à des dégradations en vue de ces chiffres, c'est-à-dire plutôt vers la fin du mois. Donc on va voir un peu ce qu'on pourrait donner à Wall Street. Donc c'est un peu la thématique de la journée. Okay, en swing, donc là on repositionne le swing, on ne fera pas d'intraday tout de suite. Peut-être demain on verra. Voilà. Bref, donc là repositionner les scénarios swing, rattraper la semaine. Voilà ce qu'on va faire. Alors les cryptocurrencies, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je suis un peu gêné, un peu embêté. Alors, je vous le dis parce que voilà. Donc, comme c'était over weekend, évidemment. Donc, moi, j'avais ma vente là-haut, tranquille, tout en haut. Hein. Alors là, c'était vraiment du beau boulot. Je vais choper la target, donc je dois avoir 12 300, un truc comme ça. J'ai renforcé par là ou par là, je sais plus. Je crois que c'est là plutôt. Non, ça me dit plus quelque chose. Non. J'ai renforcé là et j'ai foutu mon stop ici là. J'avais un stop à 12 075 de mémoire ou 77. Voilà, on n'a jamais atteint ce prix, mais bon, évidemment, Kraken, si. Alors non, je ne sais plus si c'est sur quoi c'est basé. Bon, enfin bref, donc je me suis fait stopper, mais dégueulasse, quoi. Hein, c'est-à-dire à 12 079 pour 0,77. Et j'ai pas voulu reprendre derrière, donc bon voilà. Bref, je suis plus dans le Bitcoin. Alors ça m'intéresse pas plus que ça, c'est pas très grave. Hein. Au pire, je reprendrai des ventes. Puis si j'ai pas de vente, c'est pas la fin du monde. J'ai pas une confiance solide parce que donc ça, c'est le marché en horaire. Alors ce qu'on peut voir, ça clairement c'est encore une fois de la tendance. Alors c'est de la tendance sale, hein, mais je vous rappelle ça peut s'assimiler à du range. Quand vous avez le support qui augmente comme ça, là c'est que quoi qu'il arrive, c'est tendance. Donc là il y a eu un mouvement de tendance haussière en horaire, donc il faut le contextualiser. Un mouvement haussier en horaire alors qu'on était supposé être baissier, il y a quelque chose de pas normal. Donc oui, pour moi, c'est pas normal. On aurait dû baisser ici, et évidemment, comme ici, tout le monde a dû le voir venir, le marché dérouille une fois de plus. En 4 heures, on a quand même une target de range haussière maintenant, et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, cette cassure-là, bon, soit, ça honnêtement je pouvais tolérer jusqu'à 11 006, aucun problème. Cette poussée-là en plus, quand même, c'est un peu tendu. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Bah, je ne peux pas vous dire. Très honnêtement, moi je ne sais pas. On est vraiment à l'équilibre, c'est-à-dire que ici il y avait des ventes claires et nettes avec des réactions, c'est-à-dire que j'ai vendu, pris des profits, revendu et bon, stoppé stupidement de chez stupidement. Mais pour l'instant, on ne casse pas de support non plus. Donc il faut que vous soyez prudent là-dedans. Comment lire ce genre de marché? Moi, très honnêtement, je vous dis, je ne sais pas. Ici, on a bloqué sérieusement, hein, c'est-à-dire qu'on était complètement suracheté ici, même pas divergent, hein, tellement c'était bullish de chez bullish, mais on arrive sur des contextes résistants, en toujours des mouvements baissiers. Donc ici, ça bloque, mais on ne parvient pas à casser les supports. Dès qu'on revient chercher le support de la tendance, hop, ça s'écrabouille, plus de volate, et on est déjà survendu. Alors survendu alors qu'on a retracé 23%, il faut quand même relativiser la chose. Donc pour moi, pour un mouvement baissier, il faut déjà casser le plus bas qui a été fait à 11 130. Là, clairement, on pourra dire, il n'y a plus trop d'acheteurs dans le machin, on va reprendre un mouvement baissier. Mais dans ce cas-là, à quoi est-ce que ça aura servi ça? Parce que pour moi, ça change clairement le contexte. Ici, l'effondrement spéculatif, c'est plus possible. D'accord? Le schéma d'effondrement spéculatif, je vais vous le redonner. Alors, je vais réutiliser mes petites flèches. Hein, voilà. C'est toujours ça, ça, ok, la phase espoir et normalement, donc éventuellement la phase de purge, la dernière. Ou ici, normalement, la neutralisation, la faible volatilité et donc, on a dit éventuellement l'accélération sous ces supports. Là, on n'y est pas. Hein. Là, on a deux vagues de baisse d'amplitude comparable suivies de deux vagues de hausse.
hein. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas dans le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Est-ce qu'on va former un triangle? C'est possible. Est-ce qu'on va former un triangle rectangle? C'est possible aussi. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que je pense qu'on a formé un sommet majeur ici, de comme on l'avait fait là. Et que pour l'instant, ben, on tape dans 2 vagues dans un sens, 2 vagues éventuellement dans l'autre. Celle-là, on ne peut pas encore dire qu'elle est terminée. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir aussi un schéma en 5 vagues qui se met en place. 1, 2, 3, on va aller chercher l'overlap. Et derrière, on va avoir la vague 5 étendue, supra bullish, 20 000 $ et compagnie. C'est ça qui me gêne un peu dans le scénario. Est-ce qu'on a déjà fini les phases de baisse sur le Bitcoin? Ben, c'est possible. Alors, là aujourd'hui, moi techniquement, j'ai plus de contre-indications sur les scénarios à 20 000 et compagnie, mais il y a la seule condition, c'est qu'il faut venir former un support majeur sur la zone des 10 007, 10 008. Eh ben dis donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu celui-là, mais il roule pas doucement. Bref, donc le principe étant de dire, cette zone, elle doit être testée. D'accord? On doit revenir tester sous les 10 008 et ça doit former un support. Si telle est la chose qui se produit cette semaine, et qu'ensuite on va casser le plus haut à 12 004, là, clairement, je pense qu'il y a un mouvement bullish à exploiter. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Sincèrement, pour moi, pas grand-chose. Puisque là, ici, ce que je peux vous proposer, c'est de tracer un canal tout bête. Hein. Donc, normalement, vous prenez les 2 bottoms, d'accord, et vous reportez à la précédente résistance. Et vous voyez, en fait, ça vous fait un truc comme ça. Donc, on est toujours en train d'hésiter sur ce canal. Est-ce qu'on en sort par le haut, pas par le haut, par le haut, par le pas par le haut? Oui, c'est sûr que si on fait ça, puis ça, là, c'est plutôt bullish. On retrace 38% et on va taper la résistance. Là, je pense qu'ici, on peut éventuellement exploiter des mouvements bullish. Et je suis même, il faut dire, à ce stade-là, je ne prendrai pas de buy and hold, mais je pourrais prendre quelques trades spéculatifs à l'achat, éventuellement, sous ces conditions-là. Maintenant, j'ai pas vraiment l'impression qu'on va former un support sur la zone des 10 008. Pourquoi? Tout simplement pour des structures prix-volume. C'est ça qui me gêne encore une fois. Ici, on arrive sous résistance, le volume monte et les prix réagissent à la baisse. Et à chaque fois que vous avez ça, ça sent plutôt qu'on est en train de distiller, c'est-à-dire de revendre ces bitcoins. Et quand je vois ça, je me dis, aïe, 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 si on se met à casser des supports et à pas les tenir, donc la zone des 10 008, là, pour le coup, ça va saigner. Et quand ça va saigner, là, je pense qu'on va aller fermer direct le gap à 7002, c'est-à-dire réintégration du canal et direction la partie basse, autrement dit, boum, ici. Et comme on est sorti un peu ici, je pense qu'on sortira un petit peu par là. D'accord? Donc, normalement, passer sous les moyennes en 4 heures et donc aller chercher des objectifs en daily. Essayons donc de trouver ces objectifs en swing. Je vous ai fait la projection acheteuse, qu'on soit bien d'accord, c'est pas encore fil et vendeur et il voit que le bear. Non, non, c'est de dire, je pense qu'on peut aller plus haut, mais il faut absolument revenir visiter la zone des 10 007, 10 008, y former un support en 4 heures, et si on arrive à faire ça, derrière, effectivement, oui, à la cassure de la résistance, je pourrais prendre un biais haussier. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de rejeter sur les canaux de tendance daily, donc contexte 4 heures, et que si on revient chercher les contextes de support, je pense qu'ils vont céder, c'est-à-dire qu'on va commencer à installer un mouvement baissier avec des creux et sommets descendants et un momentum bearish. Okay, ici, on a bien un momentum bien plus bas que celui-là, et ça, c'est ce qu'on appellerait théoriquement une divergence cachée. Le problème, c'est que ça ne se produit pas 2 fois, une divergence cachée. On en a déjà exploité une ici, d'accord, et ça marche pas 3 fois de suite. Voilà. Donc, le principe, c'est de dire, normalement, après la divergence cachée, il y a toujours une divergence standard qui se met en place. C'est celle-là, et c'est celle que je cherchais à vendre. Donc, je l'ai vendue, et impeccable. À partir de là, normalement, on revient au support, et on forme le renversement. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à favoriser le mouvement baissier. Par contre, ce mouvement baissier, il a une structure un peu bizarre, que moi, personnellement, j'ai du mal à cadrer. Et je pense que cette indécision peut également être profitable aux acheteurs si jamais ils trouvent un support à former par là. Voilà un peu mon sentiment. Neutre, mais je pense qu'il y a des mouvements puissants qui vont émerger, d'où l'intérêt technique de cette zone. Et le fait que je pense qu'on risque d'y passer la semaine. Okay, et je pense également, pour aller à la conclusion directe, que ça dépend de facteurs externes au marché crypto et notamment donc à Wall Street. Le fameux adage de dire attention, si Wall Street s'effondre, le Bitcoin s'envole, c'est possible, mais ça me semble toujours pareil, un raisonnement un peu simpliste et basé sur des informations totalement subjectives. Donc j'essaie de vous apprendre à supprimer au maximum la subjectivité. Il y a toujours une part de subjectivité, d'instinct, de ce que vous voulez, mais elle doit être limitée au minimum et surtout toujours inscrite dans le cadre d'une gestion du risque qui, elle, ne doit jamais changer. Vos avis, ils peuvent diverger et changer en fonction de vos humeurs, de vos émotions, de vos machins. Normalement, la stratégie technique, elle ne change pas. Les signaux sont là ou pas là. Et si vous choisissez de les ignorer, évidemment, c'est toujours votre problème. Voilà, donc,
Est-ce que du coup on traite ça? Moi je pense que ça se traite en horaire cette semaine, de manière spéculative bien entendu, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ceux qui savent ce sont bien évidemment toujours ceux qui en réalité ne traitent pas. Donc faites attention aux gens qui vous disent, qui savent ce qui va se passer ici. Moi très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Donc pour l'instant j'appliquerai une bête et méchante stratégie au mieux de range, c'est-à-dire que pour un vendeur, le mieux ici c'est d'arriver à tenir le range. Pour un acheteur, normalement ici c'est une stratégie de type pullback, c'est-à-dire qu'on exploite les retracements dans le mouvement 4 heures, donc c'est ce qu'on a vu. Ça nous donne une zone de Fibo 38 par là. Alors attendez, non, je dis des bêtises. C'est un Fibo 38 déjà testé, donc ça nous donnerait normalement un Fibo 50 à venir rechercher vers les 10007. Donc on a dit la zone cluster 10007-10008. Il y a un petit support de volume ici, c'est par là que vous voulez chercher des achats. Vous voulez évidemment pas que le cycle, lui, vienne chercher son extrême ici. Normalement, je vous rappelle, le pullback est un cycle qui va générer une cassure. Donc normalement, ici, ça doit retracer et repartir assez vite, chasser le sommet. Si telle est la chose qui se produit, eh bien dans ce cas-là, la bougie hebdomadaire, vous savez à quoi elle va ressembler. Autrement dit, on va revenir tester un petit peu sur cette zone-là, revenir tester la base de notre structure hebdomadaire, faire un faux signal baissier, c'est-à-dire venir casser le plus bas hebdomadaire et ensuite aller casser le plus haut et clôturer en haut. Si on fait ça, c'est un signal plutôt haussier. On tiendra la plus haute clôture hebdomadaire du marché et là on aura un marché effectivement plutôt bullish, éventuellement pour aller chercher les targets à 16 000, voire carrément plus si affinité. Ça me paraît franchement compliqué, tout simplement parce que ici en hebdo on voit bien que la structure de conso ici elle casse même pas une ligne de tendance et ça me paraît insuffisant. Je pense sérieusement qu'en hebdomadaire il reste encore très largement un mouvement à faire. On termine en fait un cycle aussi hebdomadaire qui a duré 3 à 4 mois. Si vous pensez qu'un petit mois de consolidation ça suffit quand on a fait une grosse bubule, moi ça me paraît compliqué. Je reste toujours en faveur de mouvements vendeurs, en tout cas de couverture de portefeuille long terme sur les cryptocurrencies, même si, on va le voir juste après, Wall Street pourrait pisser le sang. Allez, on va à Wall Street direct, ensuite on ira sur le Forex, c'est clairement là que se situent aussi des choses très intéressantes. Mais donc, pour continuer de contextualiser les cryptos, je pense qu'il faut comprendre ça. Donc on a fait le pullback sur les 23% hebdomadaires. Pour l'instant ça tient, c'est surtout, j'ai envie de dire, le save the dip, c'est-à-dire la zone où les vendeurs ont géré leurs risques. Moi y compris, je vous ai donné mes prises de profit quand on était sur ces zones-là. Je n'ai pris que des 20-25% selon les actifs ou les forex. Je reste toujours en faveur d'un biais vendeur, mais pour l'instant pas de gap ce matin et ça c'est ce qui me gêne un peu. J'espérais avoir un gap au vu de ce qu'on a fait en fin de semaine dernière, mais pour l'instant c'est pas la thématique du moment. Donc on ne peut que noter cette mèche basse, tout simplement parce qu'elle est voilà, hors contexte complet. À ce jeu-là, on se croirait à l'époque ici, bon, sauf que, encore une fois, ici, je vous rappelle qu'on avait plein de profits, enfin, il y avait encore des profits à escompter derrière. Là, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si, si l'économie va se contracter, l'activité va se contracter. Et dans ce cas-là, merde, on a peut-être payé des profits qui ne seront pas là. Toujours le même souci, est-ce que la tendance existe toujours ou est-ce que tout simplement ceci est un bruit volatile avant un renversement majeur de tendance aux États-Unis? Moi je fais le choix toujours du second, si ça se trouve j'ai tort, bref, personne ne sait. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir tort? Tout simplement revenir chasser le sommet. Je vous rappelle, normalement dans ces structures, on tape toujours 2 fois. Là c'est ce qu'on voit en daily. Hop, d'accord, donc je dézoome, je dézoome, parce qu'on a besoin de l'intégralité de la structure. Là on cherche à décomposer. D'accord. Donc ici, on avait bien 2 mouvements baissiers, un peu spéciaux dans la structure, 2 mouvements haussiers, 2 mouvements baissiers, et je voudrais donc 2 mouvements haussiers et terminer. C'est-à-dire que je ne veux pas ici une séquence en 5 vagues. Okay, je ne veux pas qu'on constitue un support ici et qu'on fasse ça. Ça me gênerait beaucoup. Parce que ça, dans ce cas-là, ça voudrait juste dire, ok, là on finissait un mouvement haussier, on a fait une simple conso un peu punchy en 2 vagues, et on repart sur des schémas haussiers de tendance haussière en 5 vagues. Pour moi, il n'y a plus de tendance haussière. On est dans des ranges. Ces ranges prennent des formes différentes. Ils sont déjà consolidants sur le DAX et des trucs comme ça, et ils sont très hésitants et très bruyants sur les indices américains sous forme de porte-voix, ainsi de suite. Okay, donc, canaux de tendance baissier déjà sur les indices européens et notamment le DAX, et surtout le DAX, et évidemment donc un vieux porte-voix bien dégueulasse à Wall Street qui fait tout pour sauver la mise. Comment on traite ça? C'est embêtant, parce que donc effectivement, normalement ici, on a des stops assez safe là. Maintenant, si vous amusez à vendre là pour mettre un stop là et viser la cassure, vous êtes sur des trades qui rémunèrent pas vraiment.
Cela dit, j'ai quand même pris un trade en fin de semaine dernière. Je vais vous l'expliquer tout simplement parce que pour moi, ici, cette zone, elle doit réagir. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que déjà, le mouvement baissier, c'est terminé. Là, on repart sur un mouvement haussier. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Les box de contexte étaient disjointes en fin de semaine, mais moi, j'ai payé ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on avait ça, et bon, c'est qu'un TP, donc je vous dis, attention, ça peut aller plus haut. Mais normalement, on ne doit pas le faire. Parce qu'ici, on voit bien pareil, la séquence motive en deux vagues. Et je vois bien qu'ici, on traîne tellement la patte que si on devait repartir, ça semblerait être une troisième impulsion. On a déjà formé ici une oblique résistante. Je ne veux pas la voir céder par le haut. Ou alors temporairement dans des faibles volumes ce matin. Et éventuellement, Wall Street sanctionner ça cet après-midi. Mais il faut que ça sanctionne vite. Ce que je veux, en fait, c'est qu'on n'imprime pas ce truc-là sur le cash. Je ne veux pas avoir de troisième vague haussière sur le cash. Voilà. Pour moi, ici, je veux que dans ce schéma-là, on revienne ici. Et surtout qu'on ne revienne surtout pas former un overlap ici. C'est-à-dire revenir tester ce support, éventuellement un petit rebond, mais je veux qu'ensuite on tienne cette zone. Donc pour moi, le cluster d'indécision sur Wall Street, il n'est pas nécessairement dû au futur, qui bouge un peu avec ce qu'il peut, mais plutôt, je pense, avec les sessions cash, les réels mouvements de capitaux. Donc notez cette zone-là, pour moi c'est la zone capitale sur le cash, et je pense que c'est ici qu'on a besoin de traiter, parce que ici c'est là qu'on va décider si on est haussier ou baissier. Okay. Si on est baissier, ici ça retrace, on revient là, et ici il y a une grosse short à prendre, assez safe, probablement en milieu de semaine sur cette zone-là, et ici évidemment, si ça dérouille, là il y a un short pour aller démonter le plus bas, et aller démonter ce support, voilà. Donc celui-là, je pense qu'on ira le démonter sans grande peine. Alors je vous montre quand même aussi la mèche basse ici qui a été rejetée. C'est-à-dire que ici, le cash n'a pas coté toutes ces zones-là. Hein. Donc le futur a déjà pré-mâché et pré-stoppé toutes ces zones. Je pense qu'on va y aller avec le cash, tout simplement. Et je pense qu'on ne va pas y aller gentil. Je pense même que le cash, lui, va y aller méchant. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression que le marché essaie de prendre à contre-pied. Mais que, voilà, ça me semble quand même très palichon, très faiblichon. Et il reste en plus, enfin, pour moi, il reste qu'un coup baissier, un coup de rein baissier à mettre, un peu comme on l'avait fait à l'époque. Voilà. J'ai plutôt l'impression qu'on est à ce stade-là aujourd'hui. On tente le coup. Hein. Vous voyez, à l'époque aussi, on tentait de sauver des supports, tout allait bien se passer. Et puis, bah, malheureusement, boum, non, derrière, rien ne se passe bien, on revient chercher les moyennes, sauf que là, cette fois, je pense qu'on va probablement basculer dessous. C'est-à-dire que pour moi, là, tout retour sur les phases de baisse, le short dont je vous parle, si ça ne tient pas bullish ici, c'est normalement, je pense, direction derrière ce support-là qui ne trouvera aucun soutien acheteur. Il y a un gap à clôturer, en gros, on clôture le gap, on casse le support, et je pense qu'on vient chercher la médiane du range sous les 2007, et ici, et bien là, je pense qu'il nous faudra soit une action centrale majeure, forte, et qui soit payée par le marché, ce que je crains encore une fois comme étant cette fois l'inverse, c'est-à-dire ici on risque d'avoir la tentative de sauvetage habituelle de la Plunge Protection Team, qui cette fois ne marchera pas, et il créera encore plus d'accélération. C'est-à-dire ici on tentera de sauver le marché, et pire que ça le fera probablement accélérer. Voilà toujours mon sentiment sur Wall Street. Je reste bear, hein, clairement. Maintenant, je suis safe. J'ai encaissé des gains. Je prends des renforts doucement, mais je commence à renforcer doucement mes positions là-dessus. Ça m'intéresse. Maintenant, bon, pas de gap baissier en ce début de semaine. Donc, pour l'instant, c'est pas non plus... voilà, ça sent pas le cataclysme, mais je pense qu'on va traiter une zone un peu plus basse. Voilà, vers les 2880. Il me semble que c'est ici qu'on va décider au sein de cette semaine. Donc notez bien hein, le fait que le cash lui s'est arrêté ici sur les 2830, le futur lui a réussi à choper jusqu'à 2775, je pense qu'on pourra aller plus bas. Tout simplement, je pense qu'ici le futur a été précurseur. Certains qui ont des visions haussières diront qu'au contraire c'était un mouvement excessif et que du coup on peut placer ses stops là-dessous. C'est exactement ce que je veux que les bulles pensent. Et je pense qu'ils ont raison, hein, encore une fois, je pense que leurs stops sont tout aussi sûrs dans une vision haussière que les miens en tant que vendeur au-dessus du sommet historique le sont. Il y en a un de nous deux qui va se tromper, ça c'est clair et net. Je ne sais pas qui, mais évidemment je préférais que ce soit les bulles. Voilà pour Wall Street, on regarde le VIX. Pour moi, c'est l'autre truc. Hein. Donc VIX qui est venu me TP parfait tout en haut à 24. Celui-là, je vous l'ai donné quand même dès qu'on y était. Je m'étais exécuté tout en haut. On est aujourd'hui sur les premiers supports. Je pense que des rebonds vont se mettre en place. Est-ce qu'on a terminé le cycle? C'est-à-dire, est-ce que on est de nouveau dans des cycles de conso interminables comme on connaissait à l'époque, avec toujours ces mêmes structures? Je pense que non. Je pense tout simplement que cette fois, ça y est, c'est fini pour notre pote le VIX. Je pense qu'il a terminé son travail. C'est-à-dire que pour moi, ici, on casse la résistance
Et je pense qu'on casse ces cycles, c'est-à-dire les cycles de 5 vagues haussières à Wall Street. Je pense que pour cette fois, c'est fini et qu'au contraire, donc, on va avoir ici des impulsions, c'est-à-dire 5 vagues haussières sur la volatilité. Et là, ça veut dire donc 5 vagues baissières sur les indices à Wall Street. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut normalement? Moi, je veux voir 2 vagues. Et qu'est-ce que je vois? 2 vagues. Donc c'est exactement ça qui m'intéresse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris des achats, des ventes à Wall Street en fin de semaine. Donc voilà, 2 cycles de consolidation sur la volatilité. On voit bien les tentatives de break. Alors ça fait loin quand même à payer, mais ça veut dire qu'ici normalement vous avez des stops sous les 15 possibles sur la volatilité. On est bien en train de traiter les contextes. On a bien les signaux typiques de tendance, les divergences cachées, les signaux typiques de pullback. Je pense que normalement on va ici aller chasser un petit peu plus haut, essayer d'aller chasser au-dessus des 24. Je n'ai pas dit qu'on allait nécessairement chasser 30-40 sur la volate, mais je pense qu'ici on peut créer un cycle haussier de degrés supérieurs, donc plutôt 4 heures, et essayer ici d'identifier des zones à viser sur les charts 4 heures. Alors voilà, donc ça pour moi c'est fait. Pour moi la prochaine zone à venir viser, d'accord, vous cherchez toujours les structures, alors il n'y a pas de volume sur le VIX, mais voilà. Pour moi la prochaine zone à viser c'est là-haut. Voilà, c'est de dire, c'est la seule zone qu'on n'a pas revisitée. Vous voyez, on a traité du volume là-haut, enfin on a traité des bougies et on n'a pas revisité. Donc je pense que c'est par là la prochaine zone, c'est maximum 32. Je pense sincèrement qu'on y va. On a une target qui s'est imprimée ici. Bon, elle ne me semble pas correspondre à grand chose, mais on va quand même la noter. Donc attention sur la zone des 28. Je me mets juste une alerte, c'est rien de bien méchant. Hop. Et donc ici, pour moi, c'est un TP à la zone des 31-32. Ici, c'est c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc là, pour moi, c'est une zone de TP. Ça, c'est une zone à gestion du risque. Arrivé ici, en fonction des contextes sur les indices, je prendrai éventuellement un profit ou non. Alors les Bunds, bon là on est dans un contexte un peu fou. Donc on a atteint les 0,60. Donc là on espère même plus une baisse de 0,1 aux États, en septembre pour la BCE. On anticipe déjà la suivante. Donc sur la baisse des taux de dépôt et ainsi de suite. Bref, donc ici je pense qu'on atteint un peu le paroxysme, c'est-à-dire c'est la phase un peu verticale de la pure bulle. Donc là encore une fois les bulles de crédit à leur paroxysme, des taux toujours plus bas, pensant que c'est comme ça qu'on va se sortir de la crise. Sauf que c'est pas possible, enfin c'est pas possible, si, tout est possible, mais là ça me paraît quand même assez compliqué. Donc là, on explose tout, là, c'est-à-dire le Japon à côté, c'est peanuts. Alors la dette allemande, évidemment, c'est un cas particulier. Ça, tout le monde l'a bien compris. C'est surtout que tout le monde s'arrache cette dette parce qu'elle est très rare. Mais il n'en reste pas que, au bout d'un moment, il y a quand même un risque avec ces dettes, et comme toutes les dettes, et que ce risque me semble quand même dangereusement pricé, donc avec des taux négatifs. Il faut qu'aujourd'hui, vous payiez pour avoir un Bund. Autrement dit, ça sert toujours de collatéral dans des gestions du risque à bout de souffle. Et toujours pareil, le jour où le risque va se manifester, les couvertures et les collatéraux seront plus recherchés ou plus nécessaires. Je pense qu'à ce stade-là, détenir des bunds qui ne rémunèrent pas, ça ne va pas spécialement enchanter les traders obligataires. Bref, donc je maintiens toujours, j'ai repris du coup une vente sur le Bund quand on était pile poil ici, donc j'ai repris pratiquement au max. J'attends de voir si on forme un bottom ici ou si on continue d'enfoncer la zone des 0,6. En fait, je paye le niveau technique des moins 0,6%, ni plus ni moins. Un stop a été déclenché, bien entendu, sur les autres positions, je me suis fait stopper par là. Donc j'ai laissé glisser et je reprends les Bunds ici, tout simplement. Voilà, je tente le coup, donc déjà de repayer la perte, et puis si ça se trouve, d'essayer donc de choper un effondrement complet des obligations. Je vous montre juste le schéma qui revient à dire, waouh. Voilà, là on est sur des choses quand même assez folles, mais sur le pricing des Bunds, là c'est depuis 2008, on est sur de l'excès final manifeste, déjà 10 juin au niveau des contextes. Bref, aujourd'hui, il faut vraiment être accroché pour détenir des obligations. Encore une fois, plus on se rapproche des échéances, c'est-à-dire de la merde, plus les gens vont vers les choses les plus risquées. Autrement dit, pour moi, détenir des obligations, c'est le truc à ne pas faire dans la prochaine crise. Mais évidemment, que fait le marché? Il paye les obligations. Il faut bien attirer les gens dans les secteurs où tout le monde va perdre après. Autrement dit, on vous montre que ça gagne, comme ça vous venez là-dedans, puis hop, merde, quand vous êtes dedans, c'est là que ça perd, comme par hasard. Donc toujours le schéma de
on cache les risques par des hausses de prix non fondamentales, très dangereuses, des fins de tendance. Et ici, si vous êtes en train de vous dire c'est le moment de détenir des obligations, eh ben, probablement non. Euh, alors, donc, qu'est-ce qu'on va traiter d'autre? Alors ça, on a fait. Donc les autres indices, je vais pas. Alors on va regarder Shanghai, ça me paraît important. Donc là, voilà, toujours pareil pour moi, les mouvements bien bear qui laissent à penser que bah il y a encore un mouvement baissier à faire à Shanghai. Je pense qu'on va toujours un petit peu plus bas que les précédents plus bas sur des horizons hebdomadaires. Même chose pour le Hang Seng, hein. Voilà, ici, on est quand même très mal orienté. Dès qu'on casse ce support, je vois pas comment Wall Street arrivera à soutenir, hein. C'est comme je vous dis, vous pouvez très bien faire baisser la Chine, mais encore une fois, ceux qui ont le plus à perdre, ça reste quand même les Américains, d'un point de vue destruction de valeur. Côté Junks, bah pareil, hein, c'est pas très bandant. On tente le sauvetage, la réplique, hein, en gros du marché américain, ça tente le sauvetage pour essayer d'imprimer un truc comme ça, hein. On va tout faire pour essayer de mettre un mouvement haussier. Le problème, c'est que là, on voit quand même bien les mouvements impulsifs, bien baissiers, bien bear sur ces time frames là. Plutôt l'impression qu'ici, même chose, hein, la consolidation en deux vagues est en train de se terminer et ben, malheureusement, ça pue la mémerde pour la suite. Donc, ce qu'on peut espérer au mieux et de mieux, c'est effectivement des structures de compression comme ça. À venir, là, une petite compression pour essayer de sauver, mais est-ce qu'on peut tenir jusqu'à la fin d'année à Wall Street? Je maintiens que non. Pour moi, la structure est toujours extrêmement instable. On voit bien que le risque est là, hein. Je vous montre la semaine du gold juste pour que vous captiez un petit peu la thématique. Donc gold, moi je pense toujours que là on va se diriger vers la prochaine zone. C'est-à-dire là on est dans la zone où il n'y a pas de volume. Donc attention, si on devait se retourner là, ce serait plutôt inquiétant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la thématique. J'ai plutôt l'impression qu'ici, on va travailler la zone en grinding à la hausse, au sein de canaux très fortement bien orientés, enfin très fortement bullish. Je vous ai donné mon TP tout en haut, là aussi, la semaine dernière. J'ai pris 20%, je crois, ou 25%, je ne sais plus exactement sur le gold. Je laisse un range se former dans cette zone. Je pense que normalement, on ne reviendra pas tester le range précédent. Donc normalement, un range à former par là. Voire un range haussier, hein. Je pense la prochaine zone à traiter étant toujours la zone des 1575, voire plus, si affinité. Pour moi, le gold, c'est juste, voilà. Celui qui m'intéresse le plus, c'est le silver. Silver qui, lui, n'a pas encore franchi ses résistances. Alors, il en a franchi une ici. Mais on voit bien, ça, c'est typique d'une vague 1, une vague 2. Donc là, on est en pleine vague de tendance. Les premières targets ont été atteintes et je pense que c'est là qu'il reste le plus beau à faire. Voilà, je vous montre juste le silver par rapport au gold. Je pense que tout comme gold, on va franchir cette résistance. Autrement dit, pour silver, c'est soit 22 et on s'arrête, soit c'est l'envolée et on va chercher 28, 30. Et alors là, putain, j'aime autant vous dire que ce truc-là, vous voudrez en avoir en portefeuille. Je ne pense pas que le silver franchira ses sommets de 2011, alors que le gold, je pense que nous pouvons sans problème aller déborder les 1900 si ça part en couille à Wall Street. Côté WTI, ben, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, maintenant, moi je ne peux pas trop vous dire. J'ai toujours une vision baissière là-dedans. Je ne cherche pas à soutenir le marché. Je pense qu'il n'y a aucune raison de soutenir le marché, même d'ailleurs ici. Je pense au contraire que ça, c'est le truc qui fera dérouiller Wall Street. C'est-à-dire que le moment où ça, ben, on valide réellement une sortie baissière. Donc là, pour l'instant, attention, on sort de la structure, mais pas en clôture. Donc, vous ne faites pas non plus avoir. On a toujours des structures plutôt bullish sur la structure de prix, sur la structure de momentum. Donc ici, faites attention, des triangles dans un momentum potentiellement bullish qui maintient des creux ascendants, vous ne faites pas enfumer les cerveaux. Okay, c'est-à-dire que là, il y a tout pour un mouvement BR. On a bien ici le momentum baissier. Je vais vous le retracer. Voilà. On a bien ici les sommets pour l'instant descendants. On ne peut pas encore valider ça comme étant un creux. Mais si ça doit le devenir, c'est-à-dire si ici on se dirige vers des franchissements de résistance, on l'a clairement dans le baba. Donc je pense que comme d'hab, l'hésitation va essayer d'être le schéma dominant. Comme on ne sait pas trop, je pense qu'on va revenir visiter des résistances assez solides. Autrement dit, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir une tentative haussière, mais qui parvient peut-être à franchir légèrement ça, mais alors vraiment légèrement histoire de piéger. Et j'aimerais bien voir un mouvement baissier revenir casser cette structure-là. Et quand on cassera ça par le bas, là on aura un vrai momentum bear. Donc voilà, je m'attends à des potentiels retracements sur le WTI. Alors là, je vais remettre un peu plus que ça. Je vais abaisser mon signal. Hop, voilà, je vais le faire direct. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de dire déjà de repasser dans la partie haute et de venir voir comment on traite au niveau de la zone de prix. Vous voyez, je prends le volume et je me mets juste au-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur des prix intéressants pour vendre, j'irai surveiller, évidemment dans des time frames inférieurs,
pour voir s'il n'y a pas des petites choses à exploiter. Évidemment, il faut que ça se fasse assez rapidement, il faut qu'on reste au sein de ce mouvement haussier ici, de cette oscillation haussière, on trouve la résistance et ensuite on revient tester, casser et tenir des clôtures sous les 51 $. Et alors là, par contre, si ça se produit, comme vous le voyez, réaction baissière dans le contexte égale cassure du contexte acheteur, hein. Réaction dans le contexte vendeur égale ça, c'est un mouvement baissier qui va venir sans problème chasser sous les 35. Et comme ici, ce sont évidemment les zones de support majeures, hein, la zone des 34-35, là, je pense qu'on ira casser ce support également. C'est-à-dire, eh ben oui, aller sous les 25 $, je pense qu'on peut le faire sans aucun problème sur une phase de purge extrêmement volatile à Wall Street. Je vous maintiens encore une fois, c'est pas du flash crash qu'on devrait avoir, mais je pense qu'on peut sans problème dérouiller 30 à 40% par rapport au sommet à Wall Street en seulement quelques semaines et racheter tout derrière, c'est-à-dire un mouvement très puissant V-bottom. Enfin V-bottom, on cherche le bottom et ça s'arrête. D'accord ? Pas de pousser à la divergence. Je pense malheureusement que c'est la structure. Autrement dit, on sort par le bas du porte-voix, panique boursière, crise financière, machin patata, et hop, tout de suite, on s'en sort. Autrement dit, dès qu'on parle de crise financière, ça s'arrête. Les gens vont vendre, mais je pense qu'à ce moment-là, il faudra que vous soyez acheteur. En tout cas, moi, c'est ce que je prévois toujours. Allez, côté devise, on va faire le DXY. Bon, voilà, sans commentaire. Vraiment sans commentaire. Donc ça tente de franchir la résistance, pas de tenue des clôtures et une evening star. Voilà. Si cette zone n'avait aucun intérêt, effectivement, voilà. Mais donc on tente de venir franchir une résistance pour venir en former une encore plus grande. Je pense qu'au bout d'un moment, je vous dis, ça va arriver. Et quand ça va arriver, tout le monde va dire « Ah mais oui, c'était évident !» Sauf qu'ils ont tous dit que le dollar était boule depuis plus de 6 mois. Ce qui n'était évidemment pas mon cas. Moi, je vous maintiens, le dollar va s'en prendre une, mais costaud. Et je suis toujours prudent et patient sur mes expositions en euros, en dollars, mais je suis clairement en mode tendance. Je suis carrément ultra bear sur le dollar yen, qui va pour moi aller chercher son support annuel, mais sans la moindre peine, et revenir effacer ce qu'on a fait à la fin de l'année dernière. Donc revenir ça, et quand vous voyez la structure d'accumulation, je pense que c'est double down. C'est-à-dire qu'ici, vous prenez votre structure, vous la doublez et vous lui dites merci, mais au revoir. Voilà à peu près moi ce que je vise. Alors pardon, non, j'ai fait n'importe quoi. Donc on vise là et on vise les clôtures. Voilà. Et on reporte ça. Voilà à peu près pourquoi je pense qu'on va chercher les contextes acheteurs. Et ici, évidemment, voilà, cassure de ce support annuel égale probablement cassure du plus bas de 2016 derrière à venir dans la foulée. Donc l'USD yen, parce que ici yen recherché, mais aussi parce que le dollar va se prendre la tartasse atomique du siècle, je pense. Côté euro-doll, la même chose. Je pense que pour moi, c'est la paire de toute façon qui price le plus dans des XY. C'est quasi 75% du DXY. Ici, voilà, pareil, Morningstar sur des structures de support. Le momentum est déjà prêt pour être haussier, c'est-à-dire que même si ici on baisse, le momentum est acheteur, d'accord, on casse des résistances sur le momentum et on tient les supports, donc j'attends juste le moment où on va enfin le faire également sur les prix, c'est-à-dire commencer à répéter des résistances. Pour l'instant c'est très hésitant, ça a toujours beaucoup de mal. Je ne ferai pas de gestion du risque ici, tout simplement parce que vu la durée des accumulations sur les canaux de tendance en daily, vous voyez ici c'est canal de tendance, voilà. Le moment où on va venir chercher les contextes, je pense sérieusement qu'il n'y aura absolument aucun frein ici. Autrement dit, ça comprime et dès qu'on part, c'est parce que le dollar se casse la gueule. Et je suis très curieux de voir comment les indices américains vont y réagir. Quand le dollar va se péter la tronche, c'est pas que l'euro sera plus fort, sera fort et compagnie, c'est que tout le monde est bear, l'euro, le dollar, mais c'est toujours des forces relatives, comme tout le monde est faible. On va chercher à voir quelle masse monétaire a le plus de monnaie à détruire, et pour moi, c'est le dollar, sans aucune peine. On arrive sur une target sur GBP USD. J'ai malheureusement une exposition assez importante pour l'instant, donc je ne m'amuse clairement pas à renforcer, mais je pense tout simplement qu'on va tenir le double bottom, puisque donc ici, normalement, target classique d'une fin de cycle, d'une fin de mouvement dans un range. Normalement ici, vous avez une zone safe pour placer des stops, alors pas juste sur la target, mais placer des stops qui devraient normalement vous tenir 40 à 50 bougies. Autrement dit, normalement ici, on ne peut pas aller plus loin
avant avant octobre. Donc normalement, je pense qu'on va tout simplement bloquer, le dollar se dégrader et le GBP entamer un retracement. Est-ce que ça va venir d'un mouvement par rapport à la livre? J'en doute sérieusement. Je pense encore une fois que la plupart des mouvements à venir viennent du dollar et que même si la livre c'est pas bien bandant pour l'instant, ce sera encore pire pour le dollar. Les autres paires en dollars, je vous laisse le plaisir de les traiter. Je surveille toujours AUD-USD qui a fait son avalement haussier la semaine dernière. J'espère que celui-là va me former un dip. Par contre, du coup, je pense qu'on aura énormément de mal là à refranchir les sommets annuels. Hein. Donc là, autant dire, les sommets annuels 2018 sont là. Je pense qu'on n'ira pas, mais je pense qu'on peut retracer sans trop de problèmes. Je vous montre les bougies annuelles pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. Voilà, donc je pense en fait qu'ici on peut reprendre un nouveau plus haut sur cette année, mais revenir probablement difficilement au-dessus des 0,75. Donc vous regardez ça en hebdo, ça nous fait hop, paf, on revient là, et je pense qu'on aura énormément de mal. Autrement dit, je pense qu'on pourra éclater ça là, éclater ça, probablement éclater celle-là, mais je pense qu'ici on va sans grande peine s'épuiser et mourir. Donc ici c'est vraiment des targets max pour ma part sur ce schéma. Donc là pour l'instant j'attends, d'accord, ça ne réagit pas pour l'instant dans cette zone-là. Je vais voir en hebdomadaire si ce début de semaine on arrive à faire une morning star là aussi. Donc la même entre guillemets que celle qu'on voit partout sur l'eurodoll, sur le machin. Donc l'eurodoll pour moi la plus puissante, la plus violente. J'aimerais voir la même chose se mettre en place sur le GBP-USD. Donc une structure avec une clôture hebdomadaire plus haute que le plus haut de la semaine passée, donc des avalements haussiers partout et des structures Morningstar sur la UD-USD, le NZD, voilà, toutes ces paires-là. C'est un peu ce truc-là que j'aimerais voir. L'USD-CNH, pour moi, c'est clairement le thème de la semaine à surveiller. Je ne la traite pas cette paire parce que bonjour le spread, mais voilà, ici pour moi, je pense qu'on arrive à bout de souffle, hein, c'est-à-dire que tout simplement, malgré les dévaluations chinoises, je pense qu'ici on arrive sur des zones où normalement le dollar devrait devenir bien plus faible que le yuan. Et donc je m'attends normalement ici à des interventions chinoises d'autre nature, à savoir les interventions monétaires, c'était juste de dire, bon, vous nous cassez un peu les couilles, donc faites vos conneries de taxes à la con, nous on va juste compenser ces taxes par une baisse de la devise. Je pense qu'aujourd'hui, ce schéma-là arrive à son... Alors, il y a deux options, hein. Autrement dit, soit ici on rentre dans une tendance hebdomadaire. Là, je vous dis, accrochez-vous les gars, parce que si jamais on continue, hein, qu'on accélère à travers la target, donc typiquement on a marché en tendance, là on est mal barré. Là on est très mal barré. Je ne pense pas que ce soit le cas. Les réserves monétaires chinoises sont certes colossales, mais elles ne sont pas non plus nos limites. Par contre, il y a une autre chose sur laquelle les Chinois peuvent appuyer, c'est la dette américaine. Effectivement, s'ils commencent à voir le dollar baisser et en plus de ça alourder des T-bonds, je ne vous raconte pas la tronche du marché obligataire et la tronche du marché action en même temps. Donc, si évidemment on se met à avoir un mouvement baissier sur le dollar et qu'en plus de ça les Chinois commencent à vendre les T-bonds, on risque d'avoir le trio baissier. Rappelez-vous, avant, le dollar montait, les bons du trésor augmentaient, enfin montaient en valeur, et en plus de ça on avait les actions qui montaient. Et bien il est possible qu'on ait un cataclysme conjoncturel dans lequel les trois baissent. C'est-à-dire baisse du dollar, baisse de l'obligataire et baisse des actions très significative. Ça me semble tout à fait possible. Tout simplement parce qu'on a eu l'extrême opposé avant, donc le marché a souvent tendance à taper un peu dans les deux sens. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais je pense que l'USD va se mettre à retracer par rapport à toutes les devises. Rappelez-vous le FMI qui a dit 6 à 12% de surévaluation du dollar, auquel on rajoute les 2% qu'on s'est amusé à faire les 2 dernières semaines, enfin sur les 3 dernières semaines. Donc normalement, baisse du dollar égale hausse du gold, hausse du silver, potentiel retracement du WTI, mais qui risque de se prendre quand même une grosse tartasse. Donc à voir, hein, WTI pour moi c'est le plus incertain, puisque ici on voit bien la structure de range, et je me pose la question de savoir qui du WTI, d'accord, donc de la matière première, ou de l'aspect dollar, c'est-à-dire de l'aspect devise, va l'emporter. Soit le dollar chute tellement fort que le WTI casse une résistance. C'est possible, mais je pense que ça me semble compliqué parce que ça voudrait dire derrière retracement au moins jusqu'à 70, voire aller 85-88. Ce qui me paraît compliqué, mais pas impossible. Sinon, comme je vous dis, c'est malgré la baisse du dollar, tout s'effondre parce que tout ce qui est pricé en dollars, tous les gens essaient de les vendre. Donc, on pourrait essayer de vendre aussi les réserves WTI. Donc ça, c'est un peu plus hésitant. Moi, le WTI, je ne l'ai toujours pas en portefeuille. Je pense que les zones à traiter, elles étaient surtout là. Et je pense maintenant qu'il faut attendre un mouvement. Et en pire, je pense que ce mouvement qui pourrait se déclencher n'est pas nécessairement le genre de mouvement à suivre. Donc,
Voilà, WTI, moi je préfère rester en retrait. Je pense que j'ai raté tous les trades à faible risque. Si j'avais pu les avoir, j'aurais donc des points en caisse qui pourraient me servir à prendre du risque. La rentrée comme ça après la bataille, ça me paraît compliqué. La UDNZD, lui, c'est mon pote. Voilà. Ça y est, hein, je vous montre la UDNZD en hebdo. Putain, on tient un avalement haussier hebdo avec une grosse mèche basse. Donc là, ça me fait plaisir puisque donc effectivement, si vous supprimez les mèches, vous voyez qu'on a donc un joli prix et momentum acheteur. Je pense qu'ici, on a tout ce qu'il nous faut pour y aller. Donc rejet ici, hein, tout simplement de dire, bam, je veux qu'on vienne tester les canaux ici. Les prochaines zones résistantes, c'est pour moi pas avant 1,09. Autrement dit ici, je pense qu'à ce stade-là, on aura tellement essayé le mouvement bear que tout le monde a vu, hein, c'est-à-dire que cette ligne de tendance, elle était, pardon, elle y est déjà. Elle est tellement grossière de dire que si après 2 coups on n'y arrive pas et qu'on forme en plus des sommets, des creux ascendants ici et un momentum haussier, c'est la réintégration de la structure, sortie haussière à venir derrière. Est-ce que la sortie haussière va échouer elle aussi? C'est pas impossible. En attendant, pour l'instant, j'aurais quand même mis 2 ans à choper le mouvement, hein, et je pense normalement qu'on devrait sans grande peine venir chercher du 1,12 sur la UD NZD. Côté actions, je ne vais pas les traiter aujourd'hui, je vous les garde pour un petit peu plus tard dans la semaine. Je pense que l'essentiel étant de dire, on traite des dossiers assez spécifiques pour l'instant, certes, mais je pense que les thématiques restent et tournent autour des indices, à savoir que vont nous prévoir les indices pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine qui vient. Est-ce que rebond de la volatilité pour aller chasser la zone des 30? Si c'est le cas, je peux vous assurer qu'on cassera le support. C'est-à-dire que dans ce cas-là, un VIX à 30 égale cassure du support et venir chercher sous les 2007. Et ici, quid? Comme je vous dis, ici c'est là, soit la Fed fait un interventionnisme et on repart, on retrace, soit ici la Fed ou l'administration américaine tente le save de dip habituel et ça ne marche pas. Et là, c'est l'accélération baissière. Et je vous dis, sans aucune peine, 2 à 3 semaines après, on sera très probablement sur la zone des 2000 points sans aucune peine. Je vous rappelle que cette structure est à écartement volatile et que plus on avance, plus la visibilité dans la structure est claire. Autrement dit, si la prochaine zone de visibilité est baissière, on sait que c'est là. Donc c'est de vous dire, le paradigme peut très rapidement s'inverser. Pour l'instant, tout le monde imagine que c'est haussier, donc on préfère se dire, allez, la prochaine zone à viser, c'est 3047. Le problème, c'est que si ça ne marche pas, c'est ici que ça s'invalide, et quand ça s'invalide, tout le monde verra la zone des 2100 derrière, et là, ça va faire très très mal, très vite. Et il ne faudra pas pleurer, encore une fois, ça aura été plus que largement préparé. Donc je vous ai dit, faites gaffe à ces structures à Wall Street, elles sont très 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 mauvaises, annonciatrices de beaucoup de volatilité. Et je vais terminer cette émission aujourd'hui. Donc je vous parle d'une mise à jour que je vais vous pousser dans les prochains jours à la requête de 2-3 utilisateurs. Alors je ne sais pas s'ils se connaissent, mais c'est marrant parce que vous aviez à peu près les mêmes messages. Alors je l'avais noté, ce n'est pas des messages que j'ai reçus la semaine dernière, c'est des trucs que j'avais notés avant. J'ai déjà, il me reste 2-3 trucs à finir là-dessus. Et je vous sors donc Framework 2.2. Dans lequel je vais vous rajouter ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. On va le laisser se calculer. Je vais mettre en pause. Voilà. Alors, la seule chose qui change, rien du tout dans les calculs. Alors, il y a 2-3 petites optimisations sur 2-3 patterns, mais c'est rien de bien méchant. Voilà, tout simplement, en fait, ce que j'ai voulu faire, et j'ai trouvé ça intelligent, en fait, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire, parce que vous me demandez souvent de faire des choses, voilà. Mais des fois, je vous dis, je vois pas l'intérêt stratégique. Là, en fait, tout simplement, rappelez-vous, ici, je vous mets toujours mon momentum, celui à la base, qui est plus simple à lire qu'un RSI, qu'un MACD. Donc, je vous invite toujours à commencer avec le momentum. Après, le RSI est évidemment plus agressif. D'accord, c'est plus nerveux, c'est plus réactif que mon momentum, mais c'est aussi plus chiant à lire si vous êtes débutant. Donc pour débuter avec la stratégie, toujours je vous conseille de rester avec les réglages de base. Donc utiliser mon momentum et des trucs comme ça. Mais effectivement, il y a des utilisateurs un peu plus avancés qui m'ont dit, Phil, moi aujourd'hui, ta stratégie, je l'ai apprise et je la réoriente vers quelque chose qui me plaît plus. Et voilà, j'adore les bandes de Bollinger et trucs comme ça. Donc il me dit, voilà, j'aime bien tes contextes et tout ça, et voilà.
Et du coup, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais lui donner tout simplement la possibilité en fait d'utiliser d'autres contextes. Encore une fois, je vous rappelle, ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est pas de dire, oh putain, le mec, il a trouvé la formule gagnante du marché, il a trouvé l'indicateur magique. Non, j'ai trouvé la structure qui permet de réduire le risque de manière très efficace et en plus de ça, de vous faire comprendre comment fonctionne la gestion du risque. D'accord? Donc toujours de contextualiser vos trades, de supprimer les prix qui ne servent à rien, de contextualiser tendance, range avec leur maturité. C'est à ça que ça sert. Donner un contexte à votre marché. Et ensuite, un signal de qualité. Donc là, le signal, on n'y touche pas, ça n'a rien à voir. On est dans la partie contextualisation. Vous pouvez utiliser donc mes canaux, enfin mes émulations de canaux que j'ai créé, qui me semble être la porte d'entrée dans la contextualisation du marché la plus évidente, tout comme mon momentum l'est aussi. C'est la même chose, mais pour ceux qui veulent être plus agressifs derrière ou qui ont d'autres manières, j'ai pris les classiques. Alors je suis ouvert à d'autres suggestions, mais voilà, je vous propose tout simplement la gestion du risque à partir des Keltner Channel. C'est-à-dire que là, vous avez des contextes en canaux de Keltner, okay, vous allez avoir en Donchian, okay, et je vous donne aussi les bandes de Bollinger, qui sont entre guillemets les contextes, les outils utilisables en contexte les plus courants. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir votre gestion du contexte avec des bandes de Bollinger. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous avez ici, c'est les bandes de Bollinger sur le time frame du contexte, c'est-à-dire ici, c'est les time frames trimestriels. Là, vous avez les BB trimestriels en hebdomadaire, okay, 2 crans au-dessus. Est-ce que vous comprenez le principe? Si je me mets en 4 heures, vous allez avoir les BB hebdo. Okay, donc c'est un peu la même chose. Je vous dis, vous pouvez utiliser plein de types de contextes dans vos marchés. J'accepte que vous utilisiez les bandes de Bollinger, les canaux de Keltner, les Donchian et compagnie. Mais pour apprendre, restez simple et efficace. D'accord? Je vous ai fait un PDF qui est là pour vous introduire et vous faire rentrer sereinement dans la phase de gestion du risque, apprendre comment ça fonctionne. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez faire Mumuse avec bébé et compagnie. Mais d'abord, apprenez la stratégie telle qu'elle. Je l'ai construite pour vous, d'accord? Enfin, je l'ai construite pour moi, et après, elle se module. Comme je vous dis, moi, je m'en fous théoriquement, je peux utiliser les canaux, je peux utiliser les bandes de Bollinger. Moi, je sais ce qu'il y a de la valeur dans cette stratégie. C'est pas la formule pro-channel ni Bollinger-Benz, c'est juste la stratégie en elle-même, dans sa globalité. Contextualiser son marché, attendre des prix intéressants et chercher un signal dedans. Quand vous aurez compris ça, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc je vous pousse cette mise à jour dans les prochaines heures. Probablement, ouais, je vais essayer de la pousser aujourd'hui. Et donc je vais essayer de répondre à vos mails aussi. Alors là c'est bien, vous m'avez pas trop matraqué, donc je vous dis franchement merci. Je ne m'attendais pas à ça. Donc là vous avez été vraiment sympa avec moi. Oui, j'ai qu'une dizaine de messages à répondre ici dans TradingView. Il y en a une bonne quinzaine quand même sur Discord et à peu près autant en mail, mais c'est sincèrement la moitié par rapport aux habitudes quand je pars en vacances, voire le tiers. Donc c'est très bien, merci à vous de m'avoir laissé profiter un petit peu de mes vacances. Je vais quand même répondre à vos messages, probablement pas tous aujourd'hui, je vais essayer de faire au plus vite, mais ça va s'étaler, voilà, on va dire sur les 48 prochaines heures, je devrais être en mesure de traiter toutes les demandes que vous m'avez faites. Voilà, bref, on reprend le boulot cette semaine, comme prévu. Donc demain, je vous ferai une émission express en intraday. J'ai décidé un nouveau rythme de vie, je vais me lever un petit peu plus tôt maintenant et me coucher plus tôt évidemment également. Mais du coup, je vais essayer de vous enregistrer les émissions du matin, voilà, entre 7 et 9 heures, on va dire, comme ça vous pourrez les exploiter au plus vite et surtout on pourra faire de l'intraday sur les sessions européennes puisque quand je vous fais les émissions à 9 heures, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là j'aurai normalement la possibilité demain de vous préparer les sessions européennes en me levant un petit peu plus tôt. Voilà, bye bye et bon trade à tous. Soyez prudents, hein, donc une semaine technique puisque peu de catalyseurs et une semaine pour moi technique mais centrée intégralement autour du dollar. Donc je suis curieux de voir comment notre pote le dollar va réagir cette semaine et surtout comment les indices vont y réagir. Est-ce que ça va permettre aux indices d'attirer les capitaux, aux indices US, j'entends bien, ou est-ce que tout simplement cette fois on va avoir un dollar baissier, des indices baissiers et des T-bonds en chute libre que je vais vous montrer puisque j'ai oublié de vous les montrer. Voilà, donc pour moi, hein, le T-bond, c'est là la stratégie, c'est là de dire, ici, même chose, hein, soit on va chasser un peu plus haut, soit on a trouvé la résistance sur la zone FIBO, hein, 76% de FIBO, etc. Vous connaissez la stratégie. Pardon, hop, je vous mets ça. Voilà. Donc débordement de contexte, 76%, on était déjà suracheté. Soit ici, bam, on se casse la gueule.
soit ici, donc c'était bien un range haussier mature, et dans ce cas-là, on va vers un achat de T-bond. Je vous rappelle aussi que dans le triptyque, hein, c'est-à-dire marché action, marché obligataire et dollar, on peut très bien avoir le dollar baissier, les indices baissiers et les T-bonds qui explosent. Ça me semble quand même possible, mais normalement, ici, il y a aussi une possibilité où tout le monde est bear, hein, puisque je vous rappelle, il y a eu quand même un moment où le marché action était purement haussier. Alors c'est moins le cas sur l'obligataire américain. Mais voilà, je pense qu'ici on va vers une phase où l'obligataire américain va être extrêmement recherché. Donc baisse de taux, baisse de taux, baisse de taux, baisse de taux, baisse de taux de la Fed. Autrement dit, elle ne s'est bien foutue de notre gueule en disant que c'était un coup, un seul et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Autrement dit, il y en a plein d'autres dans le panier et probablement donc des baisses de taux, des hausses obligataires, des baisses sur le dollar et évidemment donc normalement des baisses sur les actions. Voilà pour moi la thématique. Je ne m'attaque pas aux T-bonds américains, hein, je ne les traite pas. Mais je pense toujours que d'un point de vue perception de la dette, ça m'étonnerait que la zone européenne arrive à suivre, tout simplement parce que nous, on n'a déjà plus la marge de manœuvre sur les taux. Donc nous, probablement, des programmes de rachat d'actifs qui viendront derrière, mais qu'est-ce qu'ils pourront bien racheter, puisque le marché obligataire est déjà bien trop peu liquide en Europe pour continuer. Hein, c'est-à-dire que le dernier programme de rachat d'actifs, je vous rappelle qu'il a été... on avait fait un taper, c'est-à-dire qu'on était sorti du programme de rachat progressivement, mais pour des raisons qui ne sont pas celles que les gens pensaient. C'est pas parce que tout allait bien, c'est parce que la profondeur du marché était insuffisante. Donc en fait, sur le marché obligataire, soit on abaisse la qualité des actifs qui peuvent être achetés, donc on se met à racheter de la dette, un peu plus de dette italienne et des trucs comme ça, pas racheter que la dette allemande parce qu'elle est elle est de bonne qualité. Donc soit on élargit le panel de risques dans les obligations qui sont rachetées par la BCE, soit tout simplement la BCE va racheter d'autres classes d'actifs, possiblement des actions, puisque c'était un petit peu le chemin qu'on essaye de suivre, qui est plutôt donc l'exemple japonais, qui est donc le pire exemple possible, mais voilà. On parlera tout ça dans une autre vidéo, je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Bye bye.